évidemment, c'est important qu'ils soient formés. Et même, je dis, c'est même bien qu'ils soient formés en même temps que les RH. C'est-à-dire, tout le monde entend la même chose au même moment. Ça crée des liens. Mais la formation, de toute façon, on le sait, ça crée toujours des liens autres. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Hortense Noiret. Hortense est avocate de formation, elle est experte en santé et qualité de vie au travail et elle préside QVT depuis 2021. Bonjour Hortense. Bonjour Delphine, je suis ravie d'être là. Je suis moi aussi ravie de t'accueillir sur Skill Me Up. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi brûlant qu'essentiel, la qualité de vie et des conditions de travail, la fameuse QVCT. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Oui, alors 3 dates. Tout d'abord 2000, c'est le nouveau siècle déjà, et puis c'est l'année où en fait je vais rentrer à France Télévisions comme juriste de formation, donc juriste en droit social, et puis ensuite je vais pendant 10 ans être responsable qualité de vie au travail, et ça va être passionnant dans une direction santé qualité de vie au travail avec des interactions avec énormément de métiers, de managers, donc c'est un super moment. Donc à partir des années 2000. Et puis ensuite, il va y avoir 2021, donc c'est l'année où je quitte France Télévisions. Je vais avoir la chance de voyager aussi, d'aller en Grèce, d'où le nom de ma boîte qui s'appelle QVT. Kali qui veut dire bon et bien en grec. Et puis ça y est, de lancer en tant qu'entrepreneur, dirigeante de cette société pour justement parler de qualité de vie au travail, mais vraiment en parler sous un angle qui sert l'entreprise et qui sert les managers. Et puis une troisième date, 2030. C'est pas encore arrivé. Carrément, on se projette dans le futur. Et pourquoi 2030 ? Parce que depuis 1 an et demi aussi, dans le panel de tout ce que je fais, il y a aussi les ateliers 2030 glorieuses pour réfléchir à un monde plus juste, plus durable, plus solidaire. Et ces ateliers, en fait, c'est un boost d'optimisme et ça fait du bien. C'est de se projeter un peu en utopie, mais surtout faire en sorte que de se dire et pourquoi pas. Et ça me plaît bien parce que je trouve que c'est très en lien avec la qualité de vie au travail. Très bien. Justement, cette utopie, on va en reparler un peu plus tard. Merci beaucoup, Hortense. Alors, la QVCT, c'est pas juste faire du yoga au bureau. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Si j'ai bien compris, depuis l'ANI en 2020 et la loi de santé au travail, on parle bien d'organisation du travail, de conditions et de prévention. Est-ce que tu peux nous aider à clarifier ce que c'est et ce que c'est pas une politique de QVCT aujourd'hui ? Eh oui, et c'est ce que c'est et ce que ça ne sait pas. On est bien d'accord, parce que c'est vrai qu'alors la première définition, c'est en 2013, c'est l'année 2013, et on va parler de qualité de vie au travail, enfin un cadre, et ça fait du bien, parce que c'est vrai que au tout début, quand j'ai pris mes fonctions, il n'y avait pas de cadre légal, et c'est pas toujours facile d'expliquer que ce n'est pas le baby-foot et les petites fleurs, voilà. Ça ne l'est pas. En revanche, cette définition, elle est super, mais elle parle de bien-être. Et le problème, c'est que beaucoup d'entreprises vont dire « Oh là là, bien-être, écoute, on va organiser du yoga, des corbeilles de fruits, de la méditation. » Tout ça, je trouve ça très bien, très fort, mais c'est pas ça la qualité de vie au travail, la qualité de vie et des conditions de travail. Et c'est pour ça qu'en fait, en 2020, il va y avoir cette nouvelle loi pour recadrer un petit peu et dire on parle de conditions de travail et on parle de qualité du travail. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, moi, j'aime bien définir la qualité de vie au travail en 3 axes. Parler bien sûr de tout ce qui est autour des conditions de travail. Donc les conditions de travail, ça va être l'environnement de travail. Bien sûr, ça va être les modes d'organisation de travail. Ensuite, on a tout ce qui est autour des relations de travail. Donc ça, c'est essentiel et parfois un peu oublié. Et la qualité de vie au travail, c'est l'affaire de tous en fait. C'est important, que ce soit du salarié au manager de proximité ou au dirigeant. On est tous porteurs de qualité de vie au travail. Et puis le 3e axe, c'est l'équilibre vie pro-vie perso. C'est celui que tout le monde connaît plus, évidemment, parce qu'on parle très vite de télétravail, de mode de garde d'enfants et autres. C'est très important et c'est ce qui fait aussi un moteur de ce nouveau concept qui vraiment se développe dans les années 2010. Donc voilà, pour définir la qualité de vie au travail, 3 axes. Déjà, ça c'est bien. Et puis dire que quand on parle qualité de vie au travail, il faut partir de
prévention aussi. Mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Justement, la loi de santé au travail, ça a renforcé la prévention primaire. Les employeurs ont désormais l'obligation d'agir en amont avec des plans d'action concrets. Mais justement, quels sont les vrais leviers à disposition des RH et des directions formation pour répondre à cette obligation, au-delà de l'affichage, bien sûr? Oui, travailler sur la prévention primaire et secondaire, c'est clair. Alors effectivement, parfois, c'est difficile de faire en sorte que le risque soit égal à 0. Mais pour les RH, mettre en place des formations, sensibiliser. Il faut voir de quoi on parle. Moi, je vois très souvent en matière de qualité de vie au travail, les gens me disent non, mais j'ai pas le temps. Moi, j'ai juste envie de dire non, mais en fait, c'est pas question de pas le temps, c'est pas un truc en plus. La qualité de vie au travail, c'est parce que on part sur vraiment un angle qualité de vie au travail qu'on va éviter que le risque arrive en fait. Donc, de la formation, de la sensibilisation autour des sujets de qualité de vie au travail, autour des sujets de management, tout ça est très lié. Manager par la qualité de vie au travail, c'est la même chose. Donc, ça va être pour les RH dire, écoutez, prenez ce temps-là parce que vous en perdez un petit peu, mais vous en gagnerez beaucoup après. Et ça permet d'éviter, en fait, que le risque arrive, quoi. Donc, ça, c'est vraiment une manière de procéder d'entrée, c'est de sensibiliser. Et puis, ça peut être aussi par le biais de conférences. Très souvent, les gens ne voient pas de quoi on parle. Quand je fais ces ateliers de formation que je fais ou des conférences, on me dit « Ah, on n'avait pas imaginé ça sous cet angle-là ». Et ça peut faire gagner beaucoup de temps. Donc, ça vaut le coup. Alors justement, en parlant d'action, tu accompagnes des entreprises dans ces transitions. Moi, je remarque que beaucoup d'entreprises font des baromètres, QVT, des diagnostics, des enquêtes. J'en vois peu qui passent à l'action concrètement. Comment on fait pour enclencher une vraie dynamique de transformation et comment la formation peut être ce déclencheur, selon toi? Écoute, moi je trouve que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on a fait une enquête et qu'ensuite il y a un plan d'action avec 50 actions à faire, en fait on perd beaucoup en crédibilité, on s'essouffle. Donc très souvent, moi je préconise 3 actions vraiment limitées dans le temps et dites, voilà, on va le faire à court terme et on avance parce que c'est visible. Un plan d'action, il faut qu'il soit authentique, il faut qu'il soit bien déterminé et surtout il faut qu'il soit piloté et qu'on revienne bien après pour dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Le problème aujourd'hui qu'on retrouve, c'est que très souvent les gens y mettent aussi de l'espoir et c'est pas une mauvaise intention des dirigeants ou des RH, mais il y a un autre problème qui arrive et ils n'ont pas le temps de s'en occuper et puis finalement les salariés qui avaient dit mais tiens oui on voit que l'entreprise a envie de s'engager, en fait, ils voient que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, dans mes conseils là-dessus, du diagnostic à l'action, c'est mettez quelqu'un bien en charge pour chaque action, que ce soit pas toujours la même personne. Impliquez les managers, c'est hyper important. Moi, je me suis plantée, je le sais, quand j'étais à France Télévisions. Au début, on a trop bossé avec les RH et pas assez avec les managers. Donc, il faut bosser avec les managers d'entrée, les mettre en responsabilité, c'est-à-dire dire, il y a une action là, si tu y allais, et puis en tant qu'RH, je t'accompagne, voilà, et faire des binômes. Et ça fonctionne bien. Et ce qui fonctionne super bien, c'est qu'en plus, quand il y a un manager qui est impliqué, les autres, ils regardent. Et si ça marche, alors là, bingo, c'est un super exemple qui permet ensuite de développer son plan d'action. Parce qu'il est bien ancré. Il faut aussi évidemment que le dirigeant soit impliqué. Parce que si on n'a pas un dirigeant impliqué, ça va être très compliqué pour le RH aussi de faire avancer son plan d'action. Donc, un dirigeant impliqué, une communauté de managers qui a envie aussi, et puis des RH, donc moi quand je les accompagne réellement, c'est un plaisir parce que c'est pas évident quand on est RH, on se sent souvent seul. Donc d'être à plusieurs pour pousser dans le même sens, en fait ça fonctionne plutôt pas mal. Au-delà des RH, on parle du rôle du CSE en QVCT. Est-ce qu'il peut devenir un moteur? Et d'ailleurs, est-ce qu'il est bien outillé? Parce que depuis la fusion des instances, le CSE a hérité aussi de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Est-ce qu'il est bien formé? Comment on peut faire pour s'appuyer sur lui? Alors, évidemment, c'est important qu'il soit formé. Et même, je dis, c'est même bien qu'il soit formé en même temps que les RH. C'est-à-dire, tout le monde entend la même chose au même moment. Ça crée des liens. Mais la formation, de toute façon, on le sait, ça crée toujours des liens autres. Donc là, je pense que c'est vraiment bien. Tout le monde est formé au même moment. On parle le même langage. Je pense à ça par rapport à tous les projets qu'il y a eu, notamment, alors je prends mon expérience à France Télévisions, où il y a eu un accord négocié avec vraiment les partenaires sociaux qui ont été hyper impliqués, qui ont été formés ensemble avec aussi tout le RH et puis toutes les personnes qui venaient intervenir dans les instances représentatives. Et ensuite, on avait des commissions de suivi. C'était pas une commission de suivi tous les ans, suite à l'accord qui avait été signé. C'était tous les 2 mois. Donc, on s'engageait et les partenaires sociaux étaient vraiment dans une démarche constructive. C'était vraiment avec. Donc oui, travailler avec les partenaires sociaux, je pense que c'est très important et ça fait avancer parce que tout le monde, en fait, ensuite a entendu les mêmes choses. Et puis, on est dans la transparence. Quand on parle de qualité de vie au travail, bien sûr qu'il y a des trucs où on va se planter. Moi, je crois beaucoup en l'expérimentation.
Parfois, on pensait qu'il y avait un besoin. En fait, il n'est pas du tout là, le besoin, et on se plante. Mais c'est pas grave. Au moins, on a essayé. Et comme on a essayé tous ensemble, il n'y a pas, c'est la faute à un tel ou l'autre, on s'est planté, on va aller vers autre chose. D'ailleurs, le droit à l'erreur, c'est quelque chose qui a été énoncé dans l'année 2013 sur la qualité de vie au travail. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on progresse mieux, quoi. C'est vraiment de manière empirique aussi. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'actions qui ont été mises en place pour illustrer un peu cette QVCT pour ceux qui en sont éloignés ou qui ne voient pas trop de quoi on parle? À France Télévisions, j'ai quand même travaillé plus de 10 ans sur des sujets en matière de qualité de vie au travail, donc je donne ces exemples-là que je retrouve aussi dans d'autres entreprises. Donc au tout début, c'était beaucoup sur la déconnexion, le respect au travail, parce qu'à la déconnexion, il y avait en plus un risque juridique. Moi, je dis souvent la qualité de vie au travail, on me dit oui, bon, j'ai pas le temps. Et puis, qu'est-ce que ça va me rapporter? Parce qu'on va être clair, aujourd'hui, les chiffres, c'est 1 euro investi et 2,3 euros récupérés, quoi. Mais déjà, rien qu'en matière d'absentéisme, si on a une bonne politique de qualité de vie au travail, le taux d'absentéisme va baisser et donc tout ça permet vraiment de ramener beaucoup de sous, quoi. La confiance aussi. La confiance, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on a des personnes qui se disent mais en fait c'est pas du QVT washing, mais c'est vrai, en fait c'est incarné, les gens ils ont envie de s'investir. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment une manière de faire, qui est une manière en tout cas de travailler ensemble qui fonctionne bien. Donc la déconnexion, ça a été un des gros sujets. Le respect au travail, parce que en fait la qualité de vie au travail c'est énormément l'ambiance. Si il y a une ambiance délétère où les gens ne se font pas confiance, ça va poser un problème. Donc des sujets autour du respect. Et puis un des gros sujets, mais il y en a énormément, ça peut être l'environnement de travail aussi. Comment s'imaginer dans de nouveaux locaux et interroger le besoin. Ça, c'est juste un des ingrédients magiques de la qualité de vie au travail. On interroge le besoin. L'environnement de travail, bien sûr, réfléchir à ça. Donc, il y a la déconnexion sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, évidemment, tout ce qui était autour du respect au travail, et puis des sujets autour de l'environnement de travail, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité de vie au travail, il faut interroger le besoin des collaborateurs. Et puis, ça peut être aussi d'autres sujets bien plus larges, comme par exemple les risques psychosociaux. En ce moment, et le monde s'accélère, on le voit, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Comment tu aides les RH à ne pas s'épuiser sur la QVCT, en fait, pour éviter qu'ils le vivent comme une injonction de plus? Il y a eu la crise Covid, il y a eu l'hybridation, le télétravail, tu en parlais, il y a des tas de plans d'action à mettre en place. Et là, pour éviter que ce soit un énième plan d'action à mettre en place, mais que ça devienne plutôt un levier, quelque chose qui apporte du plus, comment tu fais pour les aider? Est-ce que tu y as des méthodes, des postures qui fonctionnent bien? Comment tu les accompagnes là-dessus? Réellement, avec les RH, d'entrée, je leur dis, trouvez des managers avec lesquels vous allez pouvoir travailler et qui vont porter avec vous. Il ne faut pas que ça soit que sur vos épaules, parce que vous allez vous épuiser, tu l'as dit très justement Delphine, ils vont s'épuiser. Mais voilà, identifiez quelques personnes qui ont envie d'aller vers des sujets. Je parlais de la déconnexion, le respect au travail, les environnements de travail, enfin plein de sujets comme ça en matière de qualité de vie au travail, mais commencez avec eux et voyez quel est le besoin de vos managers. Et ensuite, vous travaillez ensemble en impliquant aussi le manager de proximité, bien sûr, mais aussi des salariés, parce que c'est eux qui savent, c'est toujours la même idée, c'est eux qui savent. Moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective, clairement, et quand on met autour d'une table des personnes, on a une problématique et toutes les personnes arrivent avec le regard croisé, en fait, la solution, elle émerge, quoi. Pour avoir beaucoup travaillé avec les RH et puis être impliqué, je crois beaucoup en la multidisciplinarité aussi. C'est-à-dire parfois, les RH leur disaient, mais vous savez quoi, on va travailler aussi avec le médecin du travail, un psychologue du travail et faire ces regards croisés avec le manager. Et puis toujours en lien avec les partenaires sociaux, comme je disais. Donc beaucoup de multidisciplinarité. Alors parfois c'est compliqué à organiser, mais je reviens toujours là-dessus. Oui, peut-être cette réunion-là, elle va être compliquée à organiser, mais derrière, ce qui va en sortir, mais là on capitalise. Et puis surtout, chacun va se sentir concerné. C'est pas un tel qui a pris cette décision, un tel qui a pris, et puis ensuite, c'est tout le monde ensemble. Et ça n'a pas de prix. Ouais, c'est ça, parce que tu dis souvent que la QVCT, c'est une affaire de relations. Finalement, c'est ce que tu es en train de dire. Il y a les interactions entre les managers, les collaborateurs, les RH. Donc, il y a des liens humains, des postures, de la confiance à mettre en place. Mais comment on les forme aussi à travailler ensemble? Parce que il peut y avoir une sorte de défiance vis-à-vis, justement, de la direction qui est représentée par les RH. Comment tu fais pour que ça fonctionne bien par rapport à ce que tu viens de nous dire, justement? Franchement, le truc qui fonctionne très bien, c'est se former ensemble, ça c'est sûr. Ou même se sensibiliser, on n'est pas obligé de faire une formation, mais rien qu'un moment de sensibilisation avec un atelier derrière et autres, ça crée du lien. C'est précieux.
Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, ça peut être, moi je crois beaucoup à ça aussi, c'est faire en sorte que, comme je disais, un manager soit impliqué et les autres managers vont y aller s'ils voient que le manager, en fait, y a trouvé un compte, son compte. Et ça, mais c'est un effet booster génial. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas que l'affaire des RH, mais peut-être un tiers aussi qui est là et qui crée ce lien, en fait, ce lien avec les uns et les autres, en donnant des exemples et autres. Parce que quand on donne des exemples, c'est ce qui parle le plus, mais en matière de formation, tu le sais parfaitement, Delphine, mais ça parle. Et ensuite, les gens se disent, mais oui, tiens, et si j'essayais ça? Et là, ensuite, c'est parti. Et ça peut aller loin. Alors, tu interviens aussi sur le harcèlement et les agissements sexistes. Quel lien tu fais entre prévention des RPS et QVCT? Parce qu'on a tendance souvent à les cloisonner, mais toi, tu les lis. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la QVCT peut devenir une stratégie de prévention active? Alors, c'est marrant parce que moi, au tout début, moi, j'étais là, non, il y a les risques psychosociaux, et puis de l'autre côté, il y a qualité de vie au travail. Mais en fait, très, très vite, je me suis rendu compte que, bien sûr que non. En fait, on peut pas, c'est très difficile de parler de qualité de vie au travail si on n'a pas bien compris ce qu'étaient les risques psychosociaux. Parce que, évidemment, on va être dans une prévention primaire, et éviter que le risque psychosocial arrive. Et c'est vrai que quand on parle de risques psychosociaux, le problème, c'est que souvent les managers, dirigeants, ils ferment les écoutilles. Ils disent hop, oulala, on va encore m'en mettre une, on va encore me critiquer. Alors que quand on parle de qualité de vie au travail, les gens ont un a priori positif. À part s'ils pensent que ça peut être positif, le baby-foot et les petites fleurs, je veux dire, mais ils ont besoin de concret, les managers, je vois bien, pour travailler avec eux, il faut être pragmatique. Donc c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle qualité de vie au travail, faire le lien avec les risques psychosociaux en disant c'est parce que je sais aussi ce que sont les risques psychosociaux que je vous dis que misez sur la qualité de vie au travail. Et donc, très souvent, dans ces formations ou ces sensibilisations que j'organise, il y a toujours au début bien expliqué aussi ce que sont les risques psychosociaux. Et puis, c'est vrai, moi je le vois parce que j'ai l'occasion de rencontrer plusieurs personnes en charge de tout ce qui est qualité de vie au travail. Un des sujets qui a été très prégnant l'année dernière, c'était tout le harcèlement moral, sexuel, agissement sexiste. Parce que ça met une ambiance pourrie dans une entreprise quand vous avez justement des présomptions autour de ça. Aujourd'hui, on peut parler de ça tout en ayant un côté, je vais forcer le trait, mais un côté positif en disant, mais justement, vous allez apprendre ce que sont exactement, ce que c'est et ce que ce n'est pas aussi. Parce que très souvent, il y a des managers qui arrivent et qui disent, on me dit que j'harcèle moralement. Je dis, hop, est-ce que ce sont les bons termes? Et donc, après, ils vont se sentir renforcés parce qu'ils savent exactement de quoi on parle. En matière de risques psychosociaux, c'est important de connaître les bons termes. Et quand on les connaît, se développer ensuite sur la qualité de vie au travail parce qu'on voit d'où on vient et où on va en fait. Et ça fait du bien. Donc oui, je pense que c'est indispensable aujourd'hui, bien sûr, de les lier. Ouais. Oui. Et alors, dans un récent article du Mag RH, tu parles de QVCT 2045. Donc, on est au-delà des 2030 glorieuses. Là, maintenant, on est à 2045. Comment on embarque les entreprises dans cette vision à long terme? Elles galèrent déjà au quotidien. Donc, comment on fait pour les faire rêver, les faire avancer en même temps? Mais oui. En fait, je crois qu'aujourd'hui, le travail se transforme très, très vite. Je prends pas mal de mon temps aussi à réfléchir sur le futur du travail, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses autour de ça et que dans 10 ans, le travail n'aura rien à voir avec le travail qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on a des générations qui arrivent qui, vraiment, alors là, n'imaginent pas du tout le travail de la même manière que nous, génération X ou génération Y. Clairement, je pense que là, il va falloir avoir ce petit coup d'avance. Donc oui, la qualité de vie au travail en 2045, comment je l'imagine? Je l'imagine déjà avec une durée de travail qui sera différente, avec une IA qui sera au service d'eux, pas pour faire, à la place, mais d'une certaine manière, vraiment au service d'eux et pas contre. Donc je crois beaucoup à ces sujets-là, mais surtout faut-il les voir. En fait, il faut avoir une certaine vision par rapport à ça. Alors, tu parles des 2030, moi, c'est des ateliers que j'anime régulièrement pour booster un petit peu l'optimisme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans de la dystopie. Et c'est important de parler d'optimisme en entreprise, c'est même essentiel à mon avis, pour gagner aussi en attractivité. C'est vrai que les entreprises aujourd'hui, elles disent « moi je perds en attractivité », donc comment gagner en attractivité? Et puis pour booster l'engagement des salariés, parce que c'est vrai que c'est important à un moment de se dire « voilà, faisons ensemble et essayons de voir les solutions les meilleures en boostant l'optimisme des équipes ». Je crois beaucoup à ça, parce que c'est comme ça qu'on avance. Pour moi, je dis très souvent « il est trop tard pour être pessimiste », donc avançons. Et voyons comment on peut faire au mieux, tous ensemble. Donc en 2045, la qualité de vie au travail, ça sera peut-être des semaines de 4 jours, voire 3 jours, là aussi. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y aura, à mon avis, une autre société civile qui se sera mise en place et à côté d'eux
l'entreprise. Ce sera des relations intergénérationnelles qui seront vraiment différentes aussi, parce que les pyramides des âges sont pas pareilles non plus. On aura des choses évidemment dans la manière de travailler autour de la pénibilité, donc je pense que des choses qui ont bien sûr se seront transformées. Et puis je crois beaucoup en la créativité au sein des boîtes. Ça c'est un truc qui est un vrai booster. Et puis surtout c'est un booster qui c'est performance. Hein. Moi je dis souvent la qualité de vie au travail. Productif, ouais. Voilà, productivité. Moi je suis pas là pour dire c'est de la productivité, de la performance, de l'efficacité quoi. Et la créativité, là-dessus, on peut vraiment aller très très loin. Et justement, pour terminer, est-ce que côté formation, tu as vu des dispositifs qui changent les choses? On parlait de créativité, donc qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour former les managers et les RH à la QVCT? Des ateliers, du codev, de l'expérientiel, et comment tu mesures l'impact réel de tout ça? Il y a plein de choses évidemment autour du management, ça c'est clair, des formations autour du management. Moi, il y a une formation vraiment que je préconise souvent, c'est tout ce qui est autour de ProcessCom, MBTI et tout ça, mais parce que ça permet d'apprendre à comprendre aussi comment on réagit, bien sûr, et pourquoi on réagit comme ça, mais comment réagit l'autre. Et c'est tellement ça, le monde du travail, tout à l'heure je vous donnais, c'est un des axes, les relations au travail, c'est un des 3 axes de la qualité de vie au travail, mais c'est clair, si j'ai pas bien compris que la personne elle va réagir comme ça, parce que c'est son profil, ça va être un profil, en matière de ProcessCom, il y a plusieurs profils, mais elle est rebelle et elle réagit pas comme ça, et en fait, je comprends que une rebelle qui réagit comme ça, comment je peux, pour mieux travailler avec elle, mettre des choses en place. Et ça, mais pour moi, ça fait tout. Donc, je trouve que tout le monde devrait faire des formations autour des ProcessCom. Je crois beaucoup au codev. Tout à l'heure, j'ai parlé d'intelligence collective, mais clairement, dans une communauté de managers, parce qu'on s'écoute beaucoup entre pairs, c'est vachement important. Et voilà, le codev, c'est un super outil qui permet d'avancer et puis qui n'oblige pas parfois, parce que les managers nous le disent, on l'entend, une journée de formation, c'est long et autres. Alors que des codev, avec des moments un peu précis, on crée vraiment une synergie entre des managers qui font qu'après, peut-être, et c'est là où on a réussi, c'est qu'ensuite, ils continuent à s'appeler et à dire, tiens, on peut s'aider. Je crois beaucoup en tout ce qui est autour du mentorat. Ça, j'aime bien. Je trouve que aujourd'hui, soit quand on vient d'arriver, soit quand à un moment, on se dit, oui, j'aimerais bien pouvoir échanger avec un père. Mais ça peut être aussi du mentorat intergénérationnel. Donc ça, j'aime bien. Je trouve que c'est des outils qui sont hyper performants. Je te propose maintenant de passer aux questions signature du podcast. Alors, Hortense, comment fais-tu ta veille? Alors moi, je suis très LinkedIn parce que je trouve qu'on y voit beaucoup de choses. Alors évidemment, je suis dans plusieurs axes. Je fais pas que qualité de vie au travail, bien sûr. Je fais de la veille autour de la prospective au travail, de la veille autour des soft skills aussi. Je trouve très intéressant tout ce qui est autour de ça et autres. Donc du LinkedIn, des newsletters, donc il y en a pas mal autour de la qualité de vie au travail, et puis des newsletters qui parlent aussi du futur au travail. Donc je pense à celle notamment Samuel Durand, j'aime bien, qui fait des documentaires autour du futur au travail. Et puis j'ai une veille aussi parce que j'ai cette chance-là d'avoir fait une formation autour de l'Institut Futur Souhaitable, et c'est de la veille avec des conférences régulières dans le cadre d'un programme qui s'appelle Épopée. Et là, vraiment, on rencontre des gens incroyables. Donc là, ça permet d'avoir ce coup d'avance qui est pour moi essentiel en matière de qualité de vie au travail. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi ? Alors on peut dire c'est la formation d'avocat, parce que c'est vrai de plaider une cause. C'est vrai que aujourd'hui je plaide la cause de la qualité de vie au travail, clairement, bien sûr. Mais une des formations que j'ai fait récemment, c'était justement l'Institut des Futurs Souhaitables, une formation de prospective. Il y a vraiment eu un avant, un après. Donc ça change beaucoup de choses, le regard déjà qu'on peut avoir, et ça a aiguisé mon regard sur le travail, avec une convergence autour de QVT et RSE. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avenir de la qualité de vie au travail et de la RSE, c'est d'être ensemble, parce qu'on ne peut pas imaginer les conditions de travail sans avoir un œil sur ce qui se passe sur les crises climatologiques, écologiques, voilà. Et bien réfléchir aux ressources de nos terres. Donc ça a été une formation très forte pour moi. Et puis récemment, donc je parlais des 2030 glorieuses, donc je suis devenue guide 2030 glorieuses, donc c'est des ateliers que j'anime aussi. Et là, c'est cette prospective aussi pour s'imaginer dans un monde plus juste, plus durable, plus solidaire. Donc, comme j'ai très envie aussi de booster l'optimisme dans les entreprises, je trouve que de faire un atelier comme celui-là, qui est un atelier de 2 heures et qui permet de se projeter et d'en appeler à sa créativité, mais aussi de voir qu'il y a des solutions qui existent, et ça fait du bien, c'est quelque chose sur lequel je me reconnais bien. Donc voilà, ces 2 dernières formations ont été très importantes pour moi. Alors concrètement, si je suis DRH ou responsable formation et je veux enclencher une vraie dynamique QVCT, je commence par quoi ? Si tu pouvais donner un seul conseil, tu leur dirais quoi ?
Tu sais bien que j'aurai du mal à donner un seul conseil. Oui, c'est pour ça que je te canalise un petit peu là. Non, mais je vais essayer de faire une phrase en utilisant des mots-clés. Ouais, ou alors peut-être la première étape réaliste, impactante, qui permet de commencer. Ah ben bingo, t'interroges le besoin. Moi, je me suis plantée, c'est pour ça que je le dis. C'est ça qui est très bien quand t'as bossé 20 ans dans une boîte, c'est que tu t'es pu te tromper et tout. Donc, interroge le besoin. Vois exactement où est-ce que les gens ont besoin. Et on va être très surpris parfois, les managers, ils n'ont pas besoin de ce qu'on avait imaginé en tant qu'RH. Donc ça, c'est le premier truc, interroge le besoin. Et ensuite, surtout, les RH, je le redis, soyez avec les autres. Identifiez 2-3 managers par temps et vous allez voir, c'est top parce que c'est moins fatigant, clairement. Et puis, ça incarne la démarche. Et bien sûr, être en lien avec son dirigeant. Je veux dire, 3 facteurs et c'est parti, quoi. Et ça fonctionne. Alors, Hortense, est-ce que tu aurais une actu récente ou à venir que tu aimerais partager avec nous ? Alors, moi, je continue à animer des ateliers 2030 glorieuses dans un lieu qui s'appelle le 47, qui est boulevard Sébastopol. Donc ça, je fais ça assez régulièrement. C'est mes actus. Il y en a 1 à 2 fois par mois. Donc ça, on trouve sur le site 2030 glorieuses. Mais sinon, là, prochainement, je souhaite écrire un article autour de justement de la qualité du vie au travail et des sociétés à mission. Parce que c'est vrai que, sociétés à mission, ces sociétés avec leur raison d'être, c'est très en lien avec la qualité du vie au travail. Et tout à l'heure, on parlait d'engagement et d'attractivité. Et je trouve que ça, c'est un bon booster. Donc, je me développe pas mal là-dessus. Et c'est mon prochain article. Est-ce que tu aurais une suggestion d'invité pour un prochain épisode de Skill Me Up ? Oui, alors je parlais tout à l'heure de RSE. Moi, je fais quelques événements avec Christelle Leroy, qui est la ex-directrice RSE de TF1, parce que cette convergence qualité du vie au travail RSE, j'y crois beaucoup. Et il faut aussi qu'elle arrive de manière peut-être plus claire dans les formations, à quoi je m'emploie d'ailleurs de plus en plus. Donc oui, avec Christelle Leroy, tu passeras un très bon moment. Tu me connais bien, tu sais que c'est important pour moi. Mais on arrive à la fin de cet épisode, Hortense. Est-ce que toi, tu as passé un bon moment, justement ? Ouais, oui, j'ai passé un bon moment parce que souvent, les gens me disent la qualité du vie au travail, ça t'anime. Mais c'est vrai, en fait. Je trouve que c'est tellement important. Je trouve que aujourd'hui, aller au boulot, être bien dans son job, et même si il y a des hauts et des bas, savoir qu'on a du soutien, qu'il y a de l'entraide, pour moi, c'est un facteur de réussite. Ça m'anime parce que j'y crois vraiment, évidemment. Donc, merci beaucoup, Delphine. Oui, merci à toi. Merci surtout de nous avoir montré que c'était pas juste un plan d'action un peu rébarbatif qu'il faut mettre en place parce qu'il faut le faire, mais que ça peut être positif et surtout permettre d'établir des nouvelles relations au sein de l'entreprise, de mettre en œuvre l'intelligence collective, la créativité, travailler à plusieurs niveaux hiérarchiques ensemble dans une même direction. Je trouve que ça, déjà, c'est rien que ça, c'est positif de nous avoir éclairé là-dessus. Ah, mais merci à toi. Et puis, pensez qualité de vie au travail et puis surtout, amusez-vous dans votre travail. Ça, c'est essentiel. Soyez ensemble. Merci beaucoup, Hortense. Et puis, j'espère à très bientôt, peut-être au cours d'un de tes ateliers. Justement, j'aimerais bien, moi, découvrir un atelier 30 glorieuses ou un atelier des futurs souhaitables. Et pourquoi pas, hein ? Et pourquoi pas ? Allez. N'hésite pas. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.